Bonjour mesdames et messieurs, merci beaucoup d'être présents aujourd'hui. Vous allez assister à la conférence de Monsieur Marcou qui va s'interroger sur l'avenir des relations turco-américaines. Monsieur Marcou est un grand spécialiste donc, de la Turquie. Il a été en outre directeur de la section francophone de la faculté d'économie et de sciences politiques de l'université du Caire, puis directeur de l'observatoire de la vie politique turque. Et il est aujourd'hui, comme vous le savez, professeur à l'IEP de Grenoble et directeur des relations internationales de cet institut. Vous pouvez trouver ces travaux qu'il a publiés dans des revues qui sont aujourd'hui, que vous pouvez acheter encore dans les kiosques. Moyen-Orient, donc il a écrit sur les visages du parti politique qui est aujourd'hui au pouvoir en Turquie, ainsi que Diplomatie, qui est ici. Donc nous allons maintenant l'écouter parler des relations turco-américaines, relations qui se sont détériorées depuis 2013 avec notamment la crise syrienne et qui sont aujourd'hui mises à mal par la politique de Donald Trump aux États-Unis et celle d'Erdogan côté turc. Donc Monsieur Marcou, c'est à vous. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette présentation et merci à vous tous d'être ici. C'est vrai que c'est un sujet intéressant, c'est un sujet d'actualité, c'est un sujet qui se renouvelle, je dirais régulièrement, mais qui presque se renouvelle tous les jours à l'heure actuelle, notamment dans le contexte de cette situation extrêmement tendue sur la frontière turco-syrienne avec cette intervention militaire rameau d'Olivier qui fait suite à une opération qui avait déjà été lancée en 2016, opération Bouclier de l'Euphrate. Donc nous sommes à l'heure actuelle dans une période de tension, mais je vais quand même faire quelques rappels historiques pour cadrer un petit peu mon propos avant de vous proposer 3 dossiers finalement à examiner et à essayer de comprendre. Alors, mon propos introductif commence en réalité par cette carte que j'aime bien, qui est une carte de la Turquie dans la guerre froide. Et j'aime bien parce que, bon, vous savez qu'on peut présenter les cartes de différentes manières. Tout dépend du système que l'on utilise, de la logique que l'on prend, puisqu'une carte est toujours une analyse finalement. Mais celle-ci a l'avantage de bien montrer, je dirais, l'intérêt stratégique de la Turquie, et notamment, alors qui existe toujours, mais qui était particulièrement important pendant la guerre froide. On a qualifié la Turquie de maillon clé de la défense de l'OTAN pendant la guerre froide. Vous voyez ce balcon, finalement, qui regarde en fait toute l'Europe centrale et orientale, l'ex-Union soviétique, et qui finalement permet de voir que la Turquie est au cœur en fait de plusieurs zones de conflit, le Moyen-Orient, les Balkans et le Caucase, avec effectivement ce rôle charnière de la Turquie qui contrôle, notamment du fait de la Convention de Montreux 1936, les détroits des Dardanelles et du Bosphore, qui encadrent cette petite mer intérieure qu'on appelle la mer de Marmara. Alors, si je vous présente cette carte, c'est aussi parce que la guerre froide a été un tournant dans la politique étrangère de la Turquie. La Turquie, en effet, n'est pas un vieux partenaire. Plus exactement, les États-Unis ne sont pas un vieux partenaire de la Turquie. Les relations ont existé, bien sûr, avec l'Empire ottoman. Elles ont existé par la suite. Mais ce n'est pas un partenaire historique, un petit peu comme ont pu l'être la Russie, la France ou le Royaume-Uni, ou même l'Allemagne, d'ailleurs. Et justement, les États-Unis ont joué un rôle clé dans la formation ou dans l'établissement des bases de la politique étrangère de la Turquie actuelle au moment de la Deuxième Guerre mondiale. Parce que la politique, vous avez peut-être entendu parler probablement de Mustafa Kemal Atatürk, la fondation de la République de Turquie.
politique de Mustafa Kemal Atatürk était plutôt une politique d'indépendance nationale, presque une politique, on pourrait dire, de non-alignée avant la lettre. Or, après la Seconde Guerre mondiale, la Turquie va remettre en cause cette politique et entrer finalement en entrant dans le bloc occidental. J'ai interviewé des vieux diplomates turcs qui me disaient en réalité, nous n'avons pas remis véritablement en cause cette politique d'indépendance nationale, mais après la Seconde Guerre mondiale, la menace pour nous de l'Union soviétique était telle que la seule solution pour garantir cette indépendance nationale était finalement d'entrer dans le bloc occidental. C'est important peut-être de le dire. Bon, la Turquie est entrée dans le bloc occidental, elle a accepté le plan Marshall, elle est entrée au Conseil de l'Europe, donc elle a participé au premier développement de la construction européenne, qui était un élément aussi de structuration du bloc de l'Est à l'époque, est entrée dans l'OTAN, et ce, avant l'Espagne ou l'Allemagne. Elle a participé à la guerre de Corée, au pacte de Bagdad, qui d'ailleurs à l'époque n'était même pas sous supervision américaine, mais sous supervision britannique, ce qui montre bien ce que je vous disais, c'est-à-dire que les États-Unis ne sont pas un vieux partenaire de la Turquie. Et aujourd'hui, malgré tout, cette relation avec le bloc occidental, et en particulier avec les États-Unis, reste l'un des axes fondamentaux de la politique étrangère de la Turquie. Mais depuis 2016, cette politique étrangère et ses relations plus exactement avec les États-Unis font face à des tensions qui sont peut-être sans précédent. Pourtant, je vous disais, la Turquie n'est pas entrée dans le bloc occidental pour abandonner son indépendance et son mot à dire en quelque sorte. C'est important à savoir parce que ça explique aussi qu'en réalité, les relations turco-américaines ne sont pas un long fleuve tranquille. Et avant de vous parler des tensions contemporaines, je voulais vous rappeler un certain nombre de tensions. Tout s'est à peu près bien passé dans les premières décennies des relations turco-américaines proches, si j'ose dire, dans le cadre de ce bloc occidental. Mais les choses ont commencé à se corser dans les années 60. Ce qui a tendu les relations turco-américaines une première fois, c'est en réalité l'affaire de Chypre. Je n'entrerai pas ici dans les détails parce que c'est une affaire extrêmement complexe, un conflit fossilisé qui vient d'ailleurs à nouveau de faire face, de connaître des négociations qui ont capoté. Mais effectivement, je rappellerai ces faits, cette fameuse lettre du président Johnson dans laquelle il demandait à Ismet Inonu, qui était à l'époque le Premier ministre, de ne pas intervenir militairement à Chypre. Au milieu des années 70, après l'intervention turque à Chypre, embargo américain sur l'armement, d'ailleurs qui va amener la Turquie à se doter d'une industrie nationale de l'armement et d'une sorte d'autonomie de production de ces armements. Également, à l'époque, tension avec cette demande américaine à la Turquie de cesser la culture de l'opium, qui sera perçue par un gouvernement à l'époque turc qui était à gauche et assez tiers-mondiste, comme une sorte d'impérialisme. Et puis, un peu plus tard, un autre événement important dans le cadre de l'intervention, des événements importants dans le cadre de l'intervention turque en Irak, c'est effectivement ce refus de l'intervention des États-Unis en Irak en 2003. C'est effectivement ce refus du Parlement turc de laisser débarquer les troupes américaines sur son sol pour ouvrir un deuxième front contre Saddam Hussein. Et peu après, intervient cet événement qui vous paraîtra peut-être anecdotique, mais qui a été perçu très, très douloureusement en Turquie, qui a je dirais, été l'objet ensuite de feuilletons, de récits, de films, ce qu'on appelle en Turquie Juva Olayı, c'est-à-dire, on pourrait traduire ça, l'incident des sacs, l'incident des capuchons. Un groupe de militaires turcs est arrêté et encapuchonné par les forces américaines dans le Kurdistan irakien, et cet incident, comme je vous le disais, sera
continue aujourd'hui à agiter justement l'animosité de nombreux Turcs, et en particulier des nationalistes contre les États-Unis. J'en veux pour preuve qu'il y a régulièrement des incidents, notamment une sorte d'agression il y a quelques années de touristes américains ou de membres de l'ambassade américaine dans les rues d'Istanbul, qui s'était soldée par justement l'encapuchonnage de ces gens, justement pour montrer la réaction, justement, que cette affaire est toujours vivante. Alors bien sûr, elle touche beaucoup les groupes nationalistes, mais en même temps, c'est quelque chose qui a été ressenti. Vous voyez là une d'un journal turc pendant cette affaire, cet épisode de la lettre de Johnson, justement, à Inonu. Enfin, au Conseil de sécurité, en 2010, la Turquie, qui avait signé quelques semaines auparavant un accord tripartite pour essayer d'apporter une solution alternative à la crise nucléaire iranienne. Cet accord tripartite était un peu finalement cette idée que des pays hors finalement des grandes puissances pouvaient proposer des solutions alternatives à une crise aiguë dans le monde. Il rassemblait l'Iran, le Brésil et la Turquie. Après cette signature qui avait déjà effectivement fait tiquer la diplomatie américaine, eh bien la Turquie, qui avait à l'époque un siège de membre au Conseil de sécurité, va s'opposer aux sanctions américaines contre l'Iran, voter contre ces sanctions américaines contre l'Iran. Donc, bien sûr, il y a d'autres conflits, je vous le disais, d'autres tensions qui sont plus récentes, mais justement, ces tensions plus récentes, je ne vais pas les énumérer parce que c'est ce dont nous allons parler, essentiellement au travers de 3 dossiers, vous allez le voir. La question qui se pose et la problématique qui est un peu derrière cette présentation, c'est est-ce que ces tensions annoncent une rupture proche qu'on a souvent annoncée ces dernières années en expliquant que la Turquie était en train de changer, de changer d'axe, de changer ses alliances, ou est-ce que finalement ces tensions sont le signe d'un nouveau type de relations schizophréniques en quelque sorte, qui combine effectivement le maintien dans l'alliance, et notamment le maintien dans une alliance militaire, non seulement dans une alliance généraliste, mais une alliance militaire, et avec finalement, en préservant pour la Turquie une marge de manœuvre critique particulièrement importante. Et moi, je crois, bon, vous allez voir, que je pense plutôt qu'on est dans la deuxième perspective. Alors, pour illustrer justement ces fameuses tensions sans précédent, je voudrais aborder 3 dossiers. La question des affaires judiciaires pendantes, d'affaires judiciaires qui opposent les 2 pays à l'heure actuelle. La question, bien sûr, dont vous avez entendu parler sans doute, du soutien américain aux Kurdes du PYD, YPG, PYD, YPG en Syrie. Et enfin, la question du rapprochement russo-turc. Alors justement, les affaires judiciaires pendantes, là, vous allez peut-être reconnaître cet avocat qui avait été Ben Brafman, qui avait été l'avocat d'un de nos hommes politiques célèbres engagés dans des problèmes à New York il y a quelques années. Je veux parler de DSK. Il est en train, effectivement, de défendre, effectivement, ce monsieur barbu qui s'appelle Reza Zarrab. Et Reza Zarrab est un premier nœud de conflit entre la Turquie et les États-Unis. Il s'agit d'un homme d'affaires qui est à la fois, qui a 4 nationalités, qui a 4 passeports à l'heure actuelle, turc, iranien, azéri et même macédonien.
C'est quelqu'un qui était initialement très proche de Recep Tayyip Erdogan, hein, et qui a été arrêté aux États-Unis pour, vous le voyez, atteinte à l'embargo contre l'Iran, blanchiment d'argent et fraude bancaire. On verra qu'il a été impliqué dans d'autres affaires, hein, justement en Turquie, et que ces autres affaires permettent peut-être de lire, d'avoir une explication de l'ensemble du dossier. Un an plus tard, c'est le responsable d'une grande banque publique turque, hein, la Halkbank, la banque du peuple, hein, qui est arrêté également pour des motifs similaires, hein, en Turquie. Autres affaires judiciaires pendantes, l'affaire des gardes du corps de Recep Tayyip Erdogan. Ces gardes du corps liés à l'ambassade de Turquie se sont illustrés pendant une visite de Recep Tayyip Erdogan en mai 2017, hein, où ils se sont battus, ils ont tabassé même un certain nombre de manifestants qui s'opposaient, en tout cas qui manifestaient, hein, contre la venue de Recep Tayyip Erdogan aux États-Unis. Et ces bagarres et ces tabassages d'opposants ont eu un écho très fort, hein, à Washington, hein, notamment dans le Congrès, hein, avec des réactions particulièrement vives. Et donc les gardes du corps sont poursuivis. Certains même ont été emprisonnés. Et enfin, last but not the least, la justice américaine a engagé également des poursuites, hein, contre un ancien ministre des Finances, Zafer Chalayan. Il était ministre, plus exactement un ancien ministre de l'économie, pardon, était ministre entre 2011 et 2013. Et d'ailleurs, s'il a achevé, hein, ses fonctions en 2013, c'est parce qu'il a été pris dans ce grand scandale, hein, justement de décembre 2013. Donc il y a effectivement des Turcs poursuivis, emprisonnés aux États-Unis, mais il y a aussi, à l'inverse, hein, des Américains, hein, ou des personnels turcs de l'ambassade des États-Unis qui sont poursuivis, arrêtés en Turquie. Ça a été le cas notamment peu après le coup d'État de ce pasteur Andrew Brunson, hein, qui est arrêté, accusé d'avoir participé, hein, au coup d'État manqué de juillet 2016. Ça a été le cas d'un employé du consulat des États-Unis à Adana, Hamza Uluçay, hein, qui est arrêté pour complicité avec le PKK. Et c'est surtout le cas d'un employé turc du consulat des États-Unis à Istanbul, que vous voyez d'ailleurs sur cette photo, hein, consulat Estigné, qui est un énorme bâtiment, hein, à Istanbul, sur une colline, hein, au-dessus du Bosphore, et qui a été arrêté d'ailleurs avec son téléphone de service, hein, et accusé d'être en lien avec le mouvement Gülen, accusé également d'espionnage. Cette affaire, justement cette dernière affaire, a provoqué un gel des visas de plusieurs mois entre les États-Unis et la Turquie. L'autre dossier judiciaire pendant, bien sûr, c'est probablement le plus célèbre, celui dont vous avez entendu parler, hein, c'est le refus des États-Unis d'extrader Fethullah Gülen. Je rappelle qui est Fethullah Gülen, son mouvement, sa confrérie, que les uns appellent Hizmet, les autres, c'est-à-dire le service, les autres Jemaat, c'est la confrérie, hein, a été l'un des principaux soutiens de l'AKP jusqu'à 2010, notamment pour s'implanter, hein, dans l'État, et notamment le mouvement s'est développé de manière considérable dans la police et la justice. Des dissensions sont apparues à partir de 2010-2011, ont éclaté au grand jour en 2013 entre le gouvernement, hein, et le mouvement Gülen, et en particulier en 2013 lorsque des procureurs gülenistes ont tenté en fait d'inculper une série de proches, de personnes qui étaient proches du gouvernement de l'AKP, en particulier des fils de ministres, hein, et en particulier le fameux Reza Zarrab dont on parlait tout à l'heure, hein. Néanmoins, ce scandale s'est mal terminé pour le mouvement Gülen, parce que Recep Tayyip Erdogan a immédiatement demandé à la police de ne pas exécuter les décisions des procureurs, a bloqué le système judiciaire,
Et il y a eu pratiquement ensuite 2 années de purge, notamment dans la police et la justice, notamment pour en expulser finalement les gulenistes. Et alors, le 15 juillet, cette guerre ouverte a débouché en offensive véritablement lorsqu'après le coup d'État manqué, Recep Tayyip Erdogan a accusé Fethullah Gülen, son mouvement, ses réseaux, ses moyens d'être à l'origine du coup d'État du 15 juillet 2016, d'être le cerveau de ce coup d'État. Et bien évidemment, c'est à ce moment-là que l'extradition de Fethullah Gülen, qui réside aux États-Unis depuis le début des années 2000, qui est une sorte d'imam auto-exilé, et d'ailleurs cet exil a continué même pendant la période de l'AKP, en tout cas pendant la période où il s'entendait avec l'AKP, les États-Unis n'ont pas accepté, bien sûr, la requête de la Turquie. Ces affaires sont liées, elles sont très importantes pour comprendre le niveau de tension entre les deux pays. Elles sont liées, on le voit simplement, on pourra y revenir bien sûr dans le débat, mais quand vous regardez les prises de position de Recep Tayyip Erdogan, les déclarations, il a proposé d'échanger dans un discours le pasteur Brunson contre Fethullah Gülen. Un de ses alliés politiques, au moment où les États-Unis demandaient le retour du téléphone de ce personnel qui a été arrêté, de cet employé qui a été arrêté à Istanbul, un des leaders politiques nationalistes alliés à Recep Tayyip Erdogan a dit « Livrez-nous le traître Gülen et vous aurez votre téléphone ». Mais quand on regarde de près, on s'aperçoit, je vous le disais, que Zarab, Chalayan était impliqué dans le scandale de 2013. Mais je dirais que ces questions judiciaires vont peut-être plus loin qu'un simple processus de rétorsion mutuelle. Un éditorialiste, Murat Yetkin, dans un grand quotidien turc, expliquait il y a quelques mois qu'il y avait peut-être un phénomène de polarisation, qu'on passait d'un phénomène de polarisation domestique à un phénomène de polarisation internationale. Pourquoi? En tout cas sur la scène internationale. Pourquoi? Parce que dans ses déclarations, le président Erdogan semble penser en fait que le scandale de 2013, la tentative de coup d'État de 2016, les affaires judiciaires aux États-Unis dont on parlait, le blocage des visas, en réalité sont véritablement autant d'éléments d'une véritable guerre d'usure que lui mèneraient les États-Unis, lui feraient les États-Unis. Donc de cette polarisation domestique interne très forte, on serait passé à un phénomène de polarisation sur la scène internationale. Deuxième dossier, le soutien américain aux Kurdes. Vous savez, PYD et les YPG. Les YPG sont la branche militaire masculine d'ailleurs, puisqu'il y a une branche militaire féminine qui s'appelle les YPG, de ce parti qui est au pouvoir dans le Kurdistan syrien qu'on appelle le Rojava. Alors, effectivement, soutien américain aux Kurdes, c'est quelque chose. Le ministre des Affaires étrangères russe disait ce soutien, et en particulier ces derniers développements, a mis en furie littéralement la Turquie. Les États-Unis sont irresponsables parce qu'en réalité, ils mettent en colère effectivement la Turquie. Alors effectivement, ce qu'on peut observer, c'est que depuis 2014-2015, eh bien, les Américains, finalement, pour peser sur le terrain syrien, ont indiscutablement choisi les Kurdes des YPG. Vous voyez ici, d'ailleurs, une photo qui a, elle aussi, mis la Turquie en fureur. Ce sont des forces spéciales américaines qui patrouillent, effectivement, dans le Rojava,
avec des YPG. Il y a même d'autres photos de fraternisation sur le front qui ont été très commentées en Turquie. D'où vient ce soutien américain? Probablement du fait que lorsque Daesh a été au sommet de sa force en 2013-2014, la Turquie a été finalement vis-à-vis de Daesh inactive, vous le savez, on l'a même accusé de complicité. Et les États-Unis, finalement, ont à l'époque apporté un soutien aux YPG pour se défendre, mais par la suite, effectivement, ils lui ont apporté un soutien pour passer à l'offensive. Et donc, ce soutien s'est approfondi, notamment les États-Unis ont rayé le PYD de la liste des organisations terroristes. Et en 2016-2017, dans l'offensive finale contre Daesh, les États-Unis ont apporté leur soutien avec des livraisons d'armes, envoi de forces spéciales, justement aux milices kurdes syriennes. En 2018, bon, je vais assez vite, mais on pourra revenir là-dessus, les États-Unis ont apporté leur soutien à la constitution d'une force kurde de garde-frontière de près de 30 000 hommes, et c'est effectivement la petite goutte d'eau qui a fait déborder le vase et qui a provoqué l'opération Rameau d'Olivier qui est en cours à Afrin. Alors, comment les Turcs ont-ils réagi? En tout cas, comment le gouvernement turc a-t-il réagi à ce soutien américain apporté au PYD, YPG? Bon, lorsqu'en 2015, notamment, lorsque Daesh a commencé à faiblir, à reculer, les Kurdes ont pris l'offensive contre Daesh, la Turquie a indiqué une ligne rouge à ne pas franchir. Cette ligne rouge, on va la voir sur des cartes, c'est ne pas franchir, ne pas passer sur la rive ouest de l'Euphrate. Pourtant, les YPG vont s'installer sur cette rive, en particulier dans la zone de Manbij, on va le voir, et la Turquie va déclencher deux opérations militaires par la suite. Voilà, vous allez voir où est-ce que les Kurdes syriens, vous voyez l'Euphrate qui est ici, et les Kurdes syriens non seulement ont contre-attaqué dans cette zone, mais ils ont effectivement, ils sont allés sur la rive ouest de l'Euphrate, ils se sont installés dans cette zone de Manbij. Là, vous avez l'opération actuelle qui se déroule essentiellement, finalement, dans l'enclave d'Afrin. L'opération précédente, l'opération militaire précédente, s'est développée ici, en tout cas dans cette zone qui est entre, je dirais, les deux parties du Rojava, puisque le Rojava est coupé en deux zones, l'enclave d'Afrin et puis le reste du Rojava oriental. Et l'opération s'est développée ici. Quels étaient les objectifs de cette opération? On a effectivement souligné que cette opération visait d'une certaine manière à enrayer la progression des Kurdes sur la rive ouest de l'Euphrate et la volonté des Kurdes de faire une jonction entre les deux parties du Rojava. Mais il y avait une autre raison, elle n'est pas mineure. L'autre raison pour la Turquie, c'était effectivement d'attaquer Daesh, notamment pour ne plus avoir Daesh sur sa frontière. Il ne faut pas oublier que Daesh a régulièrement bombardé le département turc qui se trouve de l'autre côté, avec un certain nombre de victimes. Et aussi, je pense que l'objectif de la Turquie en attaquant Daesh, c'était de devenir la principale force sur le terrain combattant Daesh et d'obtenir le soutien des États-Unis pour aller finalement jusqu'à Raqqa. Le problème, c'est que cette opération Euphrat Shield, ou Frat Kalkanı comme on dit en turc, ou bouclier de l'Euphrate comme on dit en français, elle va être bloquée
en mars, elle commence en août 2016, enfin en août 2016, le 24 août 2016, et elle va être bloquée fin février, début mars 2017 par une jonction ici, des forces de Bachar al-Assad soutenues par les Russes et des Kurdes soutenus par les États-Unis. Et donc, dès lors, plus question d'être le bras armé combattant Daesh. La voie est libre, finalement, pour que les Kurdes restent le principal acteur de la défaite de Daesh. L'autre opération, Rameau d'Olivier, on va y revenir, et se développe donc dans l'enclave d'Afrine. Là, on était encore dans une situation il y a 3 semaines où cette opération ressemblait presque à une opération transfrontalière parce qu'elle a progressé finalement, somme toute, très lentement. Mais désormais, l'armée turque a mis le siège devant Afrin. Et la question qui est posée pour cette opération, c'est de savoir quels sont véritablement les objectifs de cette opération qui n'étaient pas très clairs finalement au tout début, ce qui explique peut-être la lenteur du processus. Est-ce que l'opération est véritablement de chasser finalement complètement les Kurdes de la rive occidentale de l'Euphrate, notamment d'Afrin, et de tenir ensuite Afrin, ce qui risque d'être quand même difficile. Est-ce que l'opération n'est pas aussi de régler le problème de Manbij? Alors effectivement, il y a eu des négociations, comme vous le savez, depuis la dernière visite de Rex Tillerson en Turquie, notamment pour créer un groupe de contact entre la Turquie et les États-Unis pour résoudre leurs différends. Et un des premiers travaux de ces groupes de contact avait été la question de Manbij. Et apparemment, l'idée était d'avoir une sorte de gestion commune de Manbij États-Unis-Turquie. Le problème, c'est que la mise en œuvre de cette opération est à l'heure actuelle remise en cause par l'expulsion de Rex Tillerson. Et donc, ce changement de position à la tête de la diplomatie américaine affecte directement non seulement les relations turco-américaines, mais, je dirais, le règlement du conflit syrien. Voilà globalement la situation. Voilà globalement la situation actuellement en Syrie. Et j'en termine par une synthèse en fait sur l'antagonisme. Je crois que quand on regarde effectivement ces événements qui sont chauds, quelles sont les leçons qu'on peut tirer? C'est celui d'un antagonisme malgré tout turco-américain dans la crise syrienne. Cet antagonisme, il est quand même paradoxal au départ. Parce que finalement, les deux États étaient du même côté, c'est-à-dire qu'ils étaient hostiles au régime syrien et même au soutien que lui apportaient Moscou et Téhéran. Mais on a bien vu, et c'était parce que finalement, la période Obama, on a cru aussi pendant la période Obama que les relations turco-américaines allaient se rétablir. Les relations étaient relativement bonnes jusqu'à 2013. Je rappelle même que l'un des premiers voyages qu'a fait le président Obama était en Turquie. Et avant même, il a parlé au Parlement turc. Il a parlé au Parlement turc un mois avant son fameux discours du Caire. Notamment pour dire que les États-Unis n'étaient pas en guerre contre l'islam. Donc les relations étaient relativement bonnes, et je me souviens de cette réception de Recep Tayyip Erdogan en mai 2013 aux États-Unis, reçu à Camp David de manière très chaleureuse, très théâtrale par le président Erdogan et par le président Obama. Et on a vu que lors de cette rencontre, malgré tout, il y a une immense déception de la Turquie sur la gestion de la crise par les États-Unis. C'est-à-dire, la Turquie attendait une intervention, une implication des États-Unis. Et donc,
la Turquie a reproché à partir de ce moment-là leur gestion de la crise aux États-Unis, notamment l'exode des réfugiés. Vous nous laissez seuls avec ce conflit et on a des millions de réfugiés qui viennent chez nous. Le non-respect de la ligne rouge lorsque Bachar al-Assad a utilisé des armes chimiques. L'entrée en lice aussi qui a découlé de ce non-respect de la ligne rouge, l'entrée en lice de la Russie. Hein. Et finalement, on observe que par la suite, hein, les intérêts des deux pays ont changé, hein, et que pour rester présents dans la crise, hein, les États-Unis ont choisi de soutenir les Kurdes depuis 2014. Hein, et de ce point de vue-là, on peut penser aussi d'une certaine manière que l'offensive contre les Kurdes est aussi, hein, un moyen de réduire, hein, l'influence des États-Unis dans la crise syrienne. Et comme je vous le disais, les négociations avec Rex Tillerson auraient peut-être permis, hein, de nouveaux développements, mais actuellement, finalement, la situation est gelée, retardée, hein, et peut-être qu'elles ne reprendront pas de la même manière, peut-être qu'elles reprendront dans un contexte qui est nouveau. Alors, je laisse ça au débat et j'en termine, et je crois qu'on sera à peu près dans les temps, par le rapprochement russo-turc. Hein. Ce rapprochement, malgré tout, je le trouve quelque peu chaotique, hein, en particulier dans la crise syrienne. Bon, je crois que aussi, il faut se souvenir, on parlait d'histoire, hein, historiquement, les relations entre la Russie et l'Empire ottoman, hein, c'est plus de 14 guerres, hein, entre les empires tsaristes et ottomans. Hein. Bon, c'est vrai que dans le cas de la politique, ce qu'on a appelé la politique du zéro problème de l'AKP, dans le cadre de sa nouvelle politique économique également, de sa montée en puissance économique, les relations se sont améliorées, se sont accélérées, se sont densifiées sur beaucoup de points au cours des dernières années, hein, en particulier sur les plans énergétiques, touristiques, mais on voit bien que ces relations sont inégales. Hein. Vous vous souvenez sans doute de l'affaire de l'avion russe abattu en novembre 2015, après que la Russie était entrée dans le conflit syrien militairement, hein, fin septembre. Hein. Donc cet incident a entraîné, et on voyait bien que la Turquie était très très tendue, hein, de voir la Russie sur sa frontière méridionale. Hein. Ça a entraîné près de 6 mois de brouille assez spectaculaire d'ailleurs, hein, et assez tendue, hein, et en même temps une réconciliation qui a été tout aussi spectaculaire. Alors, vous savez que les relations internationales, les politiques étrangères n'aiment pas beaucoup les têtes à queue. Hein, et quand il y a des têtes à queue, généralement, hein, la réaction qu'il faut avoir, c'est d'être plutôt prudent. Hein, donc, même s'il y a des rapprochements spectaculaires, regardons quand même ce qui se passe sur le fond. Alors, c'est vrai qu'il y a eu ce lancement des négociations sur la Syrie à Astana, hein, sous l'égide de la Russie, de l'Iran, de la Turquie, et que ça a été un petit peu perçu par une expulsion des Américains du règlement de la crise syrienne. Bon, il faut dire que au même moment, on était aux États-Unis, hein, en période intermédiaire, c'est-à-dire passage de relais entre l'administration Obama et l'administration Trump. Hein. Donc la question est de savoir si ce processus d'Apsana est un processus rival ou complémentaire à la conférence de Genève. Moi, ce que j'observe, c'est que le processus d'Apsana réussit surtout quand il s'agit de négocier des cessez-le-feu ou des zones de désescalade, encore qu'on peut aussi, même là-dessus, en douter quand on voit ce qui se passe, hein, dans l'affaire de la Ghouta, hein, et comment finalement les appels à la Russie par la Turquie ne sont absolument pas entendus. Hein. Mais quand on passe dans le processus d'Astana finalement à des questions de fond, des questions sur le règlement de la crise syrienne, là on voit bien, hein, que la Russie et la Turquie ne sont pas du même côté, ne sont pas d'accord, hein, véritablement. Et tout de suite, ça accroche. Une autre affaire qui est révélatrice des relations
entre la Turquie et la Russie, c'est cette affaire des missiles. Je l'avais appelé à une époque, en 2013, l'affaire des missiles chinois, hein, qui ne cesse de durer, de se développer depuis 2013. En 2013, la Turquie est à la recherche en fait d'un système de missiles de défense. Et d'ailleurs, initialement, le système qu'on pensait qu'elle allait acquérir, c'est le système des patriotes américains. Pas acquis les patriotes américains, notamment ce qui bloque, c'est les transferts de technologie. Parce que, je vous le disais, la Turquie a retiré de l'embargo de Chypre en 1974 qu'elle devait produire ses propres matériels. Donc, même lorsqu'elle importe du matériel, hein, généralement, c'est pour le produire, et généralement, il y a toujours des négociations de transfert de technologie. Donc, en réalité, en 2013, devant les problèmes rencontrés pour l'acquisition de ce système de missiles de défense, la Turquie a annoncé à surprise générale qu'elle allait acquérir le système des missiles chinois, ce qui a bien sûr provoqué l'ire de l'OTAN parce que ce système n'est pas intégrable dans le système de l'OTAN ou difficilement intégrable dans le système de l'OTAN. Alors l'affaire a été relancée, ça a traîné pendant plusieurs mois, et finalement l'année dernière, alors qu'on savait la Turquie en négociation auprès de plusieurs pays et pour l'acquisition de plusieurs types de systèmes différents, la Turquie a annoncé qu'elle optait qu'elle allait acquérir tout au moins 4 batteries de missiles russes S-400, tout en expliquant qu'elle menait des négociations parallèles avec le consortium américain Eurosam, le consortium franco-italien Eurosam, notamment pour l'acquisition de missiles qui lui permettraient de se doter de son propre système. On croyait néanmoins qu'elle achèterait ces missiles S-400, et il y a quelques jours, Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, a dit que la vente allait être accélérée, mais ça prouve bien justement que la vente n'est toujours pas véritablement conclue. Et on peut le penser aussi quand on regarde que les États-Unis ont annoncé en février 2018 qu'ils cherchaient une solution avec la Turquie pour renforcer ses capacités de défense, et une solution qui serait alternative à l'acquisition de batteries de missiles solaires. Donc, l'issue de cette affaire reste incertaine. Si on était dans une phase d'alliance russo-turque, je pense que les choses seraient allées beaucoup plus vite et de manière beaucoup plus convaincante. Or là, les incertitudes qui pèsent là-dessus me semblent révéler les ambiguïtés des relations entre la Russie et la Turquie. Ce que je crois, c'est que toutes ces initiatives de rapprochement, qui sont souvent spectaculaires, elles permettent surtout d'infliger une série de petits revers aux rivales, rivales pour les Russes ou alliés pour les Turcs américains. Mais tout ça ne permet pas de construire une relation durable. Et quand on regarde également l'ensemble, globalement, les relations entre la Russie et la Turquie, on s'aperçoit qu'il demeure des désaccords stratégiques importants en Europe orientale, dans le Caucase et en Syrie, on le voit bien en Syrie, qui pourraient se raviver à un moment ou un autre, que malgré tout, moi j'ai été frappé, notamment lorsqu'il y a eu la réconciliation, à quel point, parce qu'on disait la Russie et la Turquie, ça marche sur le plan économique, ça marche moins sur le plan politique. Mais même sur le plan économique, le rétablissement des relations économiques ont été souvent difficiles, même sur le plan énergétique, on pourra en parler. Il y a des choses qui sont prometteuses, mais difficiles finalement à conduire. On observe aussi que dans la crise actuelle, il y a une tolérance des opérations militaires turques, mais pas vraiment de soutien officiel à ces opérations. Et notamment l'opération Rameau d'Olivier, elle a été acceptée par la Russie, mais pas vraiment soutenue officiellement. Et l'allié de la Russie en Syrie, c'est-à-dire le régime de Bachar el-Assad, a qualifié l'opération Rameau d'Olivier d'agression brutale. Donc on sent qu'il peut y avoir que ces positions ne sont pas définitives, les positions de la Russie ne sont pas définitives. Je signale aussi qu'il y a un lien entre la Russie et les Kurdes syriens,
qui remonte à la période soviétique, et le PYD a d'ailleurs une représentation à Moscou qui se réunit, qui organise des conférences de temps à autre. Donc ce que je pense, c'est malgré les tensions judiciaires, malgré Fethullah Gülen, malgré les désaccords dans la crise syrienne et malgré son rapprochement avec Moscou, la Turquie est d'une certaine manière condamnée à préserver un minimum de relations avec ses alliés occidentaux, en particulier les États-Unis. Et il ne faut pas l'oublier, l'Union européenne, même si là aussi on a une relation qui est assez comparable, elle y trouve un intérêt économique, en particulier dans ses relations avec l'Union européenne. Je regardais l'année dernière, malgré les tensions, l'Union européenne a été le premier investisseur en Turquie. Et c'est un marché très important pour la Turquie. Alors, ceci dit, si la Turquie est une puissance économique émergente, c'est aussi une puissance diplomatique émergente. Et ça justifie que même en restant dans le cadre de ces alliances, elle cherche finalement un espace d'autonomie critique très large, qui lui permettent de rééquilibrer en quelque sorte sa relation avec les Occidentaux. Et je crois, il ne faut pas l'oublier, que cette distance prise avec les Occidentaux, elle a aussi une utilité intérieure. Il ne faut pas l'oublier, elle sert un nationalisme qui est un nationalisme croissant, et ce nationaliste doit permettre, bien sûr, la perpétuation du régime qui s'est construit depuis 15 ans, et plus particulièrement dans les derniers développements constitutionnels, le référendum de l'an dernier, qui en réalité prépare les élections de l'année prochaine. Je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie beaucoup pour cette intervention. Donc on va passer aux questions du public. Bonjour, je voulais vous poser une question au sujet de l'armée turque qui a été significativement affectée par une épuration suite au coup d'État récent. Quelles sont les conséquences sur le plan stratégique et en particulier sur la position de la Turquie au sein de l'OTAN ? Sur la position de la Turquie au sein de l'OTAN, et ça a provoqué des conflits d'ailleurs entre la Turquie et les membres de l'OTAN, puisqu'un certain nombre de militaires d'ailleurs ont demandé l'asile politique dans un certain nombre de pays qui sont également membres de l'OTAN, la Grèce en particulier, mais surtout l'Allemagne. Il y a plusieurs dizaines de militaires qui ont demandé l'asile politique. Par ailleurs, ces purges, on le regarde quand on observe simplement les statistiques, sans même qu'on ait pu faire encore une évaluation véritablement détaillée, fiable, mais quand on regarde les statistiques, on s'aperçoit que le nombre total des militaires turcs a nettement décliné, probablement de près d'une centaine de milliers d'hommes. Donc c'est quand même significatif. Ça tient au fait que les purges qui ont été menées après le coup d'État ont été des purges à double entrée. D'un côté, on affichait l'idée de réprimer les putschistes, mais de l'autre côté, ce coup d'État et en particulier ces purges ont constitué une occasion unique, si j'ose dire, de ce qu'avait appelé, je crois, un des ministres, une grande lessive, c'est-à-dire de limoger et en tout cas de renouveler et de renforcer son influence dans des administrations, dans des secteurs où des gens gênés, voire où le gouvernement était faible, et en particulier l'armée. Et puis, je dirais que sur le plan stratégique, il y a des incidences, notamment parce que, en particulier, bon, je ne peux pas aller plus loin, mais parmi les corps d'armée qui étaient engagés,
Hein, vous savez que l'aviation a joué un rôle important. Donc il y a eu une purge importante dans l'aviation. Et à l'heure actuelle, la Turquie manque de pilotes. Hein, on l'a bien vu parce qu'elle a appelé, elle a tenté de créer un système où les pilotes de la Turkish Airlines pourraient être employés dans les forces armées turques. Ensuite, elle a lancé des formations de pilotes et elle a demandé l'appui des États-Unis qui l'ont refusé. Hein. Et les États-Unis, d'ailleurs, ont même bloqué l'instruction par d'autres pays que les États-Unis. Donc il y a des conséquences qui sont certaines. Mais je pense que pour la Turquie, en tout cas pour le gouvernement turc, je crois que l'idée est de prendre le risque d'une baisse pendant du caractère opérationnel de cette armée pendant quelques années, de manière à la reformater en quelque sorte, créer d'une certaine manière l'armée dans le nouveau régime qui est en train de se créer, hein, qui va être appliqué à partir de 2019, c'est-à-dire avec l'application véritable des réformes votées lors du référendum en 2017, qui est en particulier la mise en place de ce système présidentiel autoritaire. Bonjour. La question que j'avais à poser, c'était par rapport aux relations entre la Turquie et Israël, puisque, sauf erreur de ma part, elles ont longtemps été correctes. Elles se sont dégradées durant les années Erdogan, avec en point d'orgue l'épisode du Mavi Marmara, ce navire qui devait faire du ravitaillement humanitaire en Palestine et qui a été intercepté par les forces armées israéliennes. Donc aujourd'hui, qu'en est-il, sachant que la relation avec Israël est difficilement dissociable de celle avec les États-Unis, étant donné la proximité des deux États? Oui, c'est une question importante. Disons que la politique qu'a conduit l'AKP avant les printemps arabes, qui était cette politique d'ouverture, un peu parallèle à la politique d'ouverture intérieure qui était menée, qu'on appelait la politique du zéro problème avec nos voisins, est une politique qui s'est faite au détriment des relations turco-israéliennes à l'époque. Et on a assisté à une dégradation qui a culminé en 2010, comme vous le disiez, juste avant les printemps arabes, avec cette fameuse affaire du Mavi Marmara. Cette affaire n'a pas rompu formellement les relations diplomatiques entre la Turquie et Israël, mais elle les a dégradées au plus bas niveau, je crois au niveau de deuxième secrétaire. Et donc, entre 2010 et 2013, il y a eu de longues négociations dans lesquelles le président Obama s'était beaucoup impliqué, ce qui souligne effectivement l'aspect que vous développiez à la fin de votre intervention. Et la Turquie avait trois exigences. C'était tout d'abord que des excuses soient présentées, que des excuses officielles soient présentées. La deuxième était que les familles des victimes, puisqu'il y a eu 9 morts, je crois, soient indemnisées. Et enfin, la dernière était beaucoup plus difficile à obtenir, c'était la levée du blocus de Gaza. Bon. Finalement, la première, c'est-à-dire les excuses, ont été finalement présentées, d'ailleurs avec une forte implication, de forte pression sur Israël des États-Unis, en 2013. Au printemps 2013, si mes souvenirs sont bons. Mais ensuite, l'indemnisation des victimes ne posait pas trop de problèmes. Ce qui a surtout posé des problèmes, c'était finalement la levée du blocus. En réalité, sur la levée du blocus, on s'est aperçu que, d'une certaine manière, les Turcs avaient envie de renouer avec Israël, parce qu'il n'y a pas eu vraiment de levée du blocus. Il y a une sorte de modus vivendi qui prévoit justement une sorte de privilège pour l'économie turque dans les livraisons à Gaza. Bon, mais ce n'est pas une levée complète du blocus. Mais on a bien vu qu'il y avait une volonté de Recep Tayyip Erdogan de renouer avec Israël. Pourquoi ? Parce que entre 2013 et 2015 notamment, et donc les relations ont été rétablies en 2016, pratiquement en même temps que la réconciliation avec la Russie. Et c'est significatif, je dirais, de la politique étrangère de la Turquie,
qui n'était plus cette politique un peu idéaliste du zéro problème avec nos voisins, où la Turquie étonnait tout le monde par justement son entre-gens, sa volonté d'être dans les grands cénacles internationaux. On a une politique qui est devenue beaucoup plus réaliste et qui a été une politique de gestion des relations, même si on n'est pas d'accord, finalement avec les grandes puissances qui avaient, en tout cas les puissances régionales qui avaient survécu au printemps arabe. Je crois que c'est une des clés de lecture de la Turquie. Et c'est une des clés de lecture avec Israël. Alors, état des relations, bon, on pourrait dire beaucoup de choses. Moi, ce que je remarque, et notamment même après l'affaire de Jérusalem, c'est qu'effectivement, bon, bien évidemment, Recep Tayyip Erdogan a critiqué l'affaire de Jérusalem, du transfert de l'ambassade américaine à Jérusalem, mais il en a surtout fait une tribune pour essayer d'être le leader du monde musulman, c'est-à-dire concurrencer finalement les autres pays musulmans de poids qui ont notamment en organisant, il a profité du fait que la Turquie avait la présidence tournante de l'organisation de coopération islamique pour organiser un grand sommet à Istanbul et apparaître finalement utiliser cette opération surtout pour valoriser sa propre diplomatie. Et finalement, n'a pas tellement utilisé, bon je ne dis pas qu'il a approuvé bien sûr, mais il ne l'a pas utilisé. En d'autres temps, il aurait pu, notamment au plus fort de la crise dont vous parliez, il aurait pu agir tout autrement. Moi ce qui me frappe, c'est finalement sa position, somme toute, assez en retrait pour critiquer Israël ou s'attaquer directement avec Israël, alors qu'il a été en avant quand on était dans le monde arabo-musulman pour dire, vous voyez, c'est moi qui réagis, c'est moi qui suis au cœur du système. Bonjour. Oui. Bonjour, merci pour votre présentation. La question que je voulais vous poser porte sur le niveau de dépendance économique entre la Turquie, les membres de l'OTAN, principalement les États-Unis, mais aussi l'Union européenne. Donc, est-ce que vous avez quelques indicateurs sur ce sujet ? Qu'est-ce que vous appelez niveau de dépendance économique ? Au niveau de l'échange, est-ce qu'ils ont les moyens économiques de changer profondément leurs relations internationales et notamment se rapprocher de la Russie et de la Chine au niveau économique ? Oui, alors les relations entre la Russie et la Turquie, comme je le disais, se sont développées au cours des dernières années. Il y a des programmes particulièrement importants, des domaines particulièrement importants, en particulier le nucléaire. Théoriquement, la Russie doit construire la première centrale, est en train de construire la première centrale. Mais vous voyez, là-dessus, ce que je vous disais sur la difficulté dossier économique, ça traîne aussi, cette affaire-là. Mais voilà, le domaine énergétique, avec le nouveau Turkish Stream, mais il y a déjà eu un épisode qui a foiré. Et là aussi, la Turquie a deux fers au feu, c'est-à-dire elle a un gazoduc russe et puis un gazoduc occidental. Il y a bien évidemment le textile, les produits alimentaires, tout ce qui concerne les constructions de routes, d'aéroports. Voilà, la Turquie construit beaucoup de choses en Russie ou en Asie centrale, notamment des aéroports. Mais malgré tout, quand on regarde de près, je vous le disais, le poids des relations turco-européennes en matière économique reste très important. C'est-à-dire que c'est un très gros marché d'exportation. Je ne peux pas vous donner de chiffres immédiats très précis pour l'économie turque. Et disons que l'économie turque a beaucoup profité de l'accord d'union douanière. Au départ, c'est un accord qui a beaucoup profité aux Européens, mais par la suite, elle a beaucoup profité, y compris pour tout ce qui concerne les mises à niveau techniques, juridiques. Et puis, je vous disais, les exportations, je crois que les exportations européennes l'année dernière, en dépit des crises, étaient évaluées à 70%, à près de 70%. Donc, ça reste important. Et je crois que quand aussi on se demande pourquoi ça casse pas, on n'a pas abordé le dossier européen, mais pourquoi finalement, alors même que depuis des années, Recep Tayyip Erdogan n'arrête pas de dire c'est scandaleux, on ne nous admet pas, on ne nous traite pas, etc. Comment se fait-il que quelqu'un comme lui, qui est aussi réactif,
au bout du compte, chaque fois qu'on est au bord de la rupture, on a des émissaires turcs qui vont à Bruxelles et qui disent non, on est toujours candidat pour une candidature pleine et entière. Je pense parce que, d'une certaine manière, cette relation un petit peu schizophrénique dont je parlais, elle existe, une sorte de partenariat privilégié, conflictuel, où sur le plan économique, où la Turquie finalement continue à avoir quand même des intérêts importants sur le plan économique, et importants sur le plan stratégique. Parce que malgré tout, dans la zone où se trouve la Turquie, avec les conflits qui y sont, être membre de l'OTAN, c'est quand même, malgré tout, même si on a de mauvaises relations avec ses alliés, une sécurité. On va devoir mettre fin à la conférence, mais merci beaucoup, Monsieur Marcoux, pour toutes ces précisions. Merci à vous tous. Merci, vous avez été formidables. Merci.